Peu de gens connaissent la vraie histoire d'Alfred Nobel. Un matin de 1888, Alfred Nobel s'est assis pour lire le journal dans sa véranda. Il parcourait les pages distraitement, mais soudain, il s'est figé. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui est devenu riche en trouvant des moyens de tuer plus de gens plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. C'était sa propre nécrologie. Le journal avait fait une erreur. Le frère aîné d'Alfred, Ludwig, était mort en France, et les journalistes avaient confondu les deux. Mais à ce moment, il a vu comment le monde se souviendrait de lui. Pas comme un inventeur, mais comme un boucher. La formulation dans la nécrologie par le marchand de la mort a sans doute été exagérée avec le temps. Nous n'avons trouvé qu'une nécrologie le présentant difficilement comme un bienfaiteur de l'humanité. Mais lire cela a permis à Alfred de voir ce que les autres pensaient vraiment de lui, et ce n'était pas flatteur. Il avait bâti sa réputation en créant un empire autour d'une seule substance, la nitroglycérine. C'est l'un des explosifs les plus puissants. Sa pression de détonation est plus de 100 fois supérieure à celle de la poudre à canon. Oh mon Dieu! Waouh! Oh, c'est trop génial! Mais ce pouvoir a un coût. La nitroglycérine est tellement sensible que si on la laisse tomber, la secoue, ou même si on la heurte légèrement, elle peut exploser. Et en conséquence, des centaines d'ouvriers sont morts en essayant de la manipuler. Alors Alfred s'est donné pour mission de dompter cette bête. Ce faisant, Osato, il a créé de puissants explosifs utilisés pour creuser des tunnels et fabriquer des bombes. Des outils qui ont transformé le monde moderne et qui ont aussi contribué à la mort de dizaines de milliers de personnes, déchaînant un niveau de destruction qui finirait par le définir. Le père d'Alfred, Immanuel, était également inventeur. Il a fondé la première usine de caoutchouc en Suède et inventé le tour rotatif permettant le contreplaqué moderne. Mais Immanuel avait des difficultés en affaires. Il a fait faillite peu de temps après la naissance d'Alfred. Alors Immanuel est parti en Russie pour recommencer, laissant sa famille derrière lui. Parmi les premiers souvenirs d'Alfred, il y avait le fait de regarder ses frères vendre des allumettes au coin des rues de Stockholm, juste pour pouvoir acheter de la nourriture. Souvent malade, il restait alité à cause des rhumes, de problèmes d'estomac et de dépression. Plus tard, il dira « La mienne était une demi-vie pitoyable qui aurait dû être éteinte par quelques médecins compatissants alors que je criais en venant au monde. » Peu après les 9 ans d'Alfred, une lettre de son père demanda à la famille de le rejoindre à Saint-Pétersbourg. Voyez-vous, au début des années 1850, les grandes puissances d'Europe se préparaient à la guerre et Immanuel y vit une opportunité. Il s'est rendu compte que la capitale de la Russie était vulnérable à une attaque venant de la mer. Il a alors proposé au tsar Nicolas Ier un nouveau type d'engin explosif flottant qui exploserait au contact des navires ennemis, une mine marine. Quelques mois après sa proposition, la marine russe a coulé une flotte ottomane près de Sinope, déclenchant la guerre de Crimée. L'invention d'Immanuel était soudainement très demandée et la nouvelle usine d'armement Nobel a rapidement grandi, passant de quelques dizaines d'employés à plus d'1 millier, produisant des mines, des torpilles et d'autres explosifs pour l'armée russe. Avec l'argent qui affluait désormais, Immanuel décida d'investir dans l'éducation d'Alfred. À 17 ans, Alfred intégra un laboratoire à Paris, étudiant auprès des grands chimistes, où il rencontra le médecin italien Ascanio Sobrero lors d'une démonstration. Sobrero prenait un morceau de coton d'apparence ordinaire et le posait sur une enclume. Il levait son marteau et... Oh, 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 ah, ah, ah. On dirait qu'un oiseau s'est cogné contre une fenêtre. Oui, celle-là était bonne, non? Oui, celle-là était vraiment excellente. Ce coton contenait une nouvelle matière explosive, la nitroglycérine. Et c'était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Vous voyez, jusqu'à ce moment-là, l'explosif le plus couramment utilisé était la poudre à canon, mais elle avait un inconvénient majeur. Elle est rapide, mais pas tant que ça. Quand nous l'utilisions, c'était bien plus lent que le son. Mon Dieu,
C'est parce que tous les ingrédients nécessaires, le carbone pour le combustible, le nitrate de potassium pour l'oxygène et le soufre pour accélérer la réaction, sont tous présents sous forme de grains séparés. Et s'ils sont trop éloignés les uns des autres, la réaction est tout simplement trop lente. Allez, tu peux le faire! Vas-y! Mais si tu contiens la poudre à canon, cela force ces réactifs à se rapprocher et ça emprisonne aussi la chaleur, ce qui accélère la réaction. Et cela permet à la pression des gaz chauds de s'accumuler jusqu'à ce que... Quand tu vois l'explosion, la poudre jaillir puis s'enflammer. On voit que tout le fond s'envole et la rattrape simplement. Toutes ces particules doivent être très proches les unes des autres, elles doivent aussi être suffisamment petites et elles doivent être assez bien mélangées pour que cette réaction ait lieu. Donc ça donne une impression un peu maladroite, comme si ce n'était pas la façon idéale de faire ça, où toutes les molécules seraient vraiment côte à côte. C'est un excellent réflexe de mettre toutes les molécules côte à côte pour qu'elles soient toutes disponibles et puissent réagir aussi rapidement que possible. Mais je pense que je peux faire encore mieux, et c'est, est-ce que tu peux mettre tout ce dont tu as besoin dans la même molécule? D'accord? Et c'est ce que fait la nitroglycérine. C'est pas vrai? Ouais. D'accord? N'est-ce pas? Plutôt cool. C'est bien plus cool, et à cause de ça, c'est bien plus puissant. Nous avons mis 15 grammes de poudre à canon et 15 grammes de nitroglycérine dans des tubes à essai, puis nous les avons placés dans des blocs d'argile pour pouvoir comparer leur pouvoir destructeur. C'est un manomètre type bikini pour mesurer la surpression d'une explosion. Il s'appelle le manomètre Bikini, en référence à l'atoll de Bikini, car un appareil similaire mesurait la surpression lors des essais nucléaires sur cet atoll. Il possède plusieurs trous de diamètres différents et un film à l'intérieur. Les plus grands cercles ayant une plus grande surface subiront une force supérieure sous la même pression et éclateront en premier. Les petits cercles demandent aussi plus de pression pour se briser à cause de leur faible surface. Plus le cercle qui est percé est petit, plus la surpression de l'explosion est élevée. D'accord, de la poudre noire dans l'argile. Fermez le trou. 3, 2, 1... Oui, ça a un peu lancé le bloc, le dessus a sauté immédiatement. Regardons le manomètre Bikini. Totalement intact. Ça a l'air totalement intact. Ouais, je veux dire, je ne ressens rien. Ouais, d'accord. Donc on va laisser ça pour le nitro. Quand la nitroglycérine explosera, ce sera comme tirer sur un bidon de 50 gallons. Je ne sais pas si tu es déjà allé au stand de tir, mais ça va exploser fort. Attention, ça va péter. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Oh mon Dieu. Alors, la première chose que je remarque, c'est qu'il y a des morceaux d'argile qui sont juste tombés sur moi. J'ai des morceaux de bleu partout sur moi. C'est fou, juste là. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, il y a plein d'argile sur cette fenêtre-là, sur cette fenêtre-ci, sur le manomètre Bikini. Ça ressemble à une œuvre de Jackson Pollock. Il n'y a aucune chance qu'on ait même un cadre là-bas. On ne voit qu'un éclair blanc. Ouais. Quand c'est rapide sur le Phantom, alors c'est vraiment rapide. La nitroglycérine est très puissante grâce à sa structure moléculaire. Voyez-vous, la nitroglycérine est une molécule hautement instable. Elle se compose d'une chaîne de 3 atomes de carbone avec 3 atomes d'oxygène, puis 3 groupes nitro attachés à ceux-ci, qui sont simplement des atomes d'azote liés à 2 atomes d'oxygène. Les groupes nitro rendent la nitroglycérine instable. L'oxygène est plus électronégatif que l'azote, donc ces 2 atomes d'oxygène attirent les électrons de l'azote, ce qui déplace la densité électronique loin de ce 3e oxygène. Désormais, très peu d'électrons sont partagés entre ces 2 atomes, rendant la liaison entre les groupes nitro et la chaîne principale beaucoup plus faible. Donc, vous obtenez ces points faibles et il suffit d'un peu d'énergie, comme celle créée par le choc d'un coup de marteau, pour que ces liaisons se brisent. Les atomes échangent alors de partenaires pour former des produits plus stables comme le gaz azote, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, libérant ainsi beaucoup d'énergie et de chaleur qui projettent ces produits à grande vitesse.
Il percute d'autres molécules de nitroglycérine, rompant leur liaison et déclenchant une réaction en chaîne si cela touche assez de molécules simultanément. Maintenant, vous avez une onde de choc qui va se propager et au fur et à mesure qu'elle se propage, elle va briser des liaisons ici, 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 ici. Sa pression d'explosion est plus de 100 fois supérieure aux pressions maximales produites par la poudre à canon. Beaucoup de choses peuvent exploser, même quand vous faites éclater un ballon, c'est une explosion. Mais le type d'explosion qui nous intéresse avec la nitroglycérine, c'est une détonation. Et la détonation, c'est cette décomposition chimique qui se produit plus vite que la vitesse du son dans le matériau. Dans nos expériences avec la nitroglycérine, nous constatons que tout se déroule très vite, en moins de 100 femtosecondes. Je ne travaille pas souvent en femtosecondes. À quelle vitesse cela correspond-il? Les femtosecondes correspondent à 10 puissance moins 15 secondes. C'est fou. Donc, une molécule de nitroglycérine va se décomposer 3000 milliards de fois plus vite qu'un battement de cils. Cette vitesse est l'une des principales caractéristiques des explosifs puissants. Pourtant, Sobrero n'a jamais voulu découvrir un explosif. Il cherchait un médicament pour améliorer la circulation sanguine. Lors d'une expérience, il a mélangé du glycérol avec de l'acide nitrique et sulfurique, ce qui a soudainement explosé. Sobrero a survécu, mais des éclats de verre ont marqué son visage à vie. Très bouleversé, il conclut que la nitroglycérine était trop dangereuse. Il a écrit plus tard « J'ai presque honte d'admettre en être le découvreur ». Mais Alfred n'approuvait pas. Pour lui, le coup de marteau était comme un coup de pistolet. C'était comme si quelqu'un avait défoncé la porte de son esprit. Son caractère change vraiment, lui qui a toujours été ce garçon frêle et maladif, mal à l'aise avec les gens. Il découvre les explosifs et la chimie et ça le transforme. En travaillant, il n'est plus déprimé et s'évade ainsi. Et tu sais, à cet âge-là, tu ne penses probablement pas à toutes les conséquences possibles de ça, tu es juste excité par ce que ça peut faire. Loin de craindre sa puissance, il pensait être celui qui résoudrait l'un des plus grands problèmes de la nitroglycérine. Si j'avais un bocal juste ici et que je voulais le faire exploser, comment je ferais? Il faut une longue mèche. Ce qui est fou avec la nitroglycérine, c'est qu'une flamme ordinaire ne l'enflamme pas. Donc même si je faisais passer une mèche dans cette fiole, ça n'exploserait pas. Voyez-vous, même si une mèche peut chauffer la nitroglycérine, ce qui fait vibrer ces molécules plus rapidement, et qu'elle peut même casser quelques liaisons monoxyde d'azote en général, elle n'en casse pas assez en même temps pour faire exploser le reste du liquide, donc ça n'explose pas. Cependant, si vous la laissez tomber. Mais même cet effet n'est pas constant. Nous avons essayé de placer un flacon à l'arrière de ce camion télécommandé en espérant que les secousses le déclencheraient. Et rien! Ça semble toujours exploser quand on ne le veut pas, et on n'arrive jamais à le faire exploser quand on le souhaite. C'est très paradoxal. En 1852, Alfred retourna en Russie, s'installa dans un petit appartement avec son frère Robert et transforma leur cuisine en laboratoire improvisé. Il cherchait un moyen fiable de faire exploser la nitroglycérine, rêvant qu'elle pourrait un jour alimenter les mines marines de son père. Mais après la guerre de Crimée, en 1856, le gouvernement russe refusa d'honorer les contrats signés durant le conflit. L'usine Nobel a donc été contrainte de fermer et Immanuel a fait faillite pour la deuxième fois. Alfred a écrit plus tard que son père était, je cite, « un homme de génie, mais un raté tout de même ». Alfred retourne donc en Suède et il se dit « Je ne vais pas commettre les erreurs de mon père ». Où va son esprit? Il persiste avec la nitroglycérine, pensant que s'il la fabrique, il réussira selon ses critères. À l'été 1862, Alfred, âgé de 28 ans, pensait tenir quelque chose. Excité, il réunit ses frères sur les rives du lac Mälren, derrière son atelier à Stockholm. Il sortit un tube en métal avec une mèche dépassant du sommet. Il l'alluma puis le jeta à l'eau. C'est fou! Il avait trouvé un moyen fiable de faire exploser la nitroglycérine sous sa forme finale. Voici comment cela fonctionne.
Alfred a mis de la nitroglycérine dans un récipient, ajouté un bouchon en bois et de la poudre à canon. Quand la mèche était allumée, la poudre explosait, provoquant une déflagration dans le récipient. Cet impact soudain provoquait le choc nécessaire pour faire exploser la nitroglycérine. C'était exactement comme un marteau frappant une enclume. Il nous faut un détonateur. Jesse ajoute un détonateur, la première invention d'Alfred Nobel. Je pourrais juste dire que mon cœur bat plus vite que d'habitude. Et je sais que c'est sans danger, mais oui, je ne m'attendais pas vraiment à être aussi nerveux à ce sujet. Feu dans le trou! Feu dans le trou! Feu à volonté. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Bon sang! Reste à terre. Oh, ouais, d'accord. Il faut rester à terre. D'accord, il faut dégager le champ de tir. C'est bon. Oh mon Dieu! Très bien, Henri. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mince alors, mec. C'est pour ça que tu es venu? Ouais, carrément. C'était dingue. Regarde comment ça a creusé l'empreinte exacte de la bouteille à 45 cm en dessous. Regarde, il y a aussi une perforation sur l'avant-dernier trou. Le plus petit n'est pas perforé. Incroyable. Donc, je veux dire, c'est toute l'étendue de notre capacité de mesure. Ouais. Je vais te faire passer à travers. Ça, c'est génial. Son détonateur a été amélioré pour utiliser un explosif plus stable que la poudre à canon, le fulminate de mercure. Ce fut le premier moyen fiable de déclencher la nitroglycérine à volonté. La conception très efficace est restée presque inchangée pendant des décennies. Il serait difficile de nier que cette avancée s'est retrouvée dans presque tous les dispositifs explosifs suivants. Peut-être l'avancée la plus marquante depuis la poudre à canon. La même idée, utiliser une petite explosion pour en déclencher une beaucoup plus grande, sera plus tard utilisée dans les bombes atomiques pour provoquer des réactions en chaîne nucléaire. Grâce au détonateur, la nitroglycérine est enfin devenue utilisable. Elle brise la roche et creuse des tunnels bien plus efficacement. La nitroglycérine a révolutionné l'excavation industrielle. Dans une mine, la vitesse de creusement des tunnels a presque doublé, passant de 0,76 à 1,34 mètres par jour. Au Mexique, il a été rapporté que 15 hommes avec de la nitroglycérine faisaient le travail de 25 utilisant de la poudre à canon. Les commandes ont alors afflué des compagnies minières, ingénieurs et constructeurs de chemins de fer du monde entier. Pour répondre à la demande, Alfred a produit de la nitroglycérine en Suède, aidé par son frère Émile. Le 3 septembre 1864, un stagiaire a demandé à Émile de l'aider à déplacer une caisse lourde. Les deux ont commencé à soulever quand soudain, l'usine a été pulvérisée. Un témoin a écrit ceci à propos de l'explosion. Le plus horrible était la vue des cadavres mutilés, éparpillés sur le sol. Leurs vêtements avaient été arrachés, certains n'avaient plus de tête et leur chair avait disparu des os. Ces masses informes de chair et d'os ne ressemblaient que très peu, voire pas du tout, à un corps humain. Émile, 21 ans, ainsi que l'interne, un concierge, un jeune ouvrier et un charpentier de passage sont tous morts dans l'explosion. Alfred se blâma et il jura « Je ne laisserai plus jamais cela arriver. Je sécuriserai la nitroglycérine. » La ville de Stockholm déclara que la nitroglycérine était trop dangereuse et en interdit la production à l'intérieur des limites de la ville. Alfred cependant refusa d'abandonner. Il se révèle ici comme un entrepreneur avisé. Il dit « D'accord, si je ne peux pas le faire sur la terre, je vais le faire sur l'eau. » Il a donc installé un laboratoire sur une barge flottante sur le lac Mälaren. Mais alors qu'il faisait ses expériences, une autre de ses usines en Allemagne a explosé. Alfred se battait contre la montre. Chaque jour qui passait coûtait plus de vie. Les ouvriers étaient terrifiés. Aucun agent sain d'esprit n'osait l'utiliser, rapportait une revue minière. Nous nous attendons avec confiance à annoncer un autre accident grave d'ici 30 jours. Voyez-vous, il avait résolu le problème de la détonation, mais pas la sensibilité fondamentale de la nitroglycérine, car la nitroglycérine est tellement visqueuse que de minuscules bulles d'air et de vapeur d'eau s'y retrouvent facilement piégées. Si l'on zoome, on remarque qu'il y en a encore plus. Ces gaz posent problème.
Quand une onde de choc frappe une bulle, elle comprime et chauffe le gaz. Et cela se produit si rapidement que la chaleur ne peut pas s'échapper. Ainsi, la température à l'intérieur peut augmenter de plusieurs milliers de degrés Celsius en un instant. Cela crée un point chaud. Dans ces points chauds, les molécules de gaz très énergétiques brisent les liaisons monoxyde d'azote faibles de la nitroglycérine. Ces molécules se décomposent, libérant plus de gaz chaud. Mais la nitroglycérine n'a pas qu'une seule bulle. Non, elle en est pleine. C'est ce qui la rend si sensible au choc. Un impact peut faire s'effondrer plusieurs bulles à la fois, libérant assez d'énergie pour déclencher la réaction en chaîne qui fait exploser tout le liquide. Vous pensez sûrement qu'Alfred doit juste enlever les bulles pour sécuriser la nitroglycérine, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Vous avez une bulle d'air piégée à l'intérieur. Il est difficile de la sortir sans commencer à taper dessus, ce que vous ne voulez pas faire pour éviter qu'elle se déclenche. Mais même si vous pouviez enlever chaque bulle, vous auriez quand même un problème. La nitroglycérine ressemble au liquide de cette bouteille de bière. Je l'ai remplacé par de l'eau et vous pouvez voir, vous savez, il n'y a pas beaucoup de bulles, mais si je lui donne un coup, l'impact fait descendre le fond de la bouteille de bière plus vite que le liquide ne peut le suivre, ce qui crée cette chute soudaine de pression. Et cette chute vaporise le liquide et crée des bulles. Quand le liquide revient brusquement, les bulles s'effondrent violemment et ces implosions peuvent fissurer le verre. Maintenant, un phénomène similaire peut se produire dans la nitroglycérine. Un choc violent peut créer de nouvelles bulles à l'intérieur du liquide dans un processus appelé cavitation, et leur effondrement déclenche à nouveau la même réaction en chaîne. Alors Alfred a compris que la seule façon de contourner le problème des bulles était de changer l'état de la nitroglycérine, en passant d'un liquide à un solide. Travaillant sur sa péniche en Allemagne, il a essayé de mélanger de la poudre de charbon, du sable, des copeaux de bois, de la poussière de briques et du ciment, mais rien ne fonctionnait vraiment. Découragé, il baissa les yeux et remarqua une fine poudre étrange autour de ses pieds. Puis leva les yeux et vit les mêmes filaments pâles dériver au-dessus des berges de l'Elbe. Des millions d'années plus tôt, cette poussière était des organismes vivants. Des diatomées, algues unicellulaires autrefois présentes dans d'anciennes mers. Désormais, dans les dunes surplombant la rivière, seuls subsistaient leurs exosquelettes fossilisés. Une fine poudre de silice était emportée par le vent. La terre de diatomée, ou Kieselguhr, avait été appréciée par Charles Darwin. Il a écrit « Peu d'objets sont plus beaux que les minuscules enveloppes siliceuses des diatomées ». Mais Alfred a vu au-delà de leur beauté, jusqu'aux minuscules trous dans leurs exosquelettes. À l'échelle granulaire, il y a plein de petits pores et d'endroits pour absorber le liquide. On cherche quel genre de consistance? Oh, ça va être épais et solide. Ça va rendre la nitroglycérine moins sensible. Donc, le même coup de marteau que tu esserrais avec de la nitroglycérine pure demanderait plus de force parce que ce matériau absorbant va absorber une partie de l'énergie de l'impact. On a juste l'impression de faire de la pâtisserie. N'est-ce pas? Kieselguhr absorbe en fait plus de 3 fois son poids en nitroglycérine liquide. Et donc, si c'est poreux, maintenant, si vous le mélangez avec la nitroglycérine peut en quelque sorte pénétrer dans les pores. Cela permet de séparer les molécules de nitroglycérine entre elles. Dans chaque pore, il n'y a pas assez de nitroglycérine pour propager la détonation. Désormais, si on le heurte ou secoue, le mélange n'explosera pas. Et si on le laisse tomber exactement de la même manière que ce qui a déclenché la nitroglycérine, Lâche. ça n'a pas explosé. Non. Ce nouveau matériau n'explose pas en tombant, mais peut-on le faire détonner? Eh bien, si vous le combinez avec l'autre invention d'Alfred, le détonateur, l'onde de choc qui en résulte est suffisamment puissante pour comprimer plusieurs poches de nitroglycérine en même temps, ce qui déclenche la détonation. La plus forte explosion vue à ce jour, 100 grammes de nitroglycérine. Oui, ce sera la plus grosse que nous ayons faite jusqu'à présent. 3, 2, 1. Oh, 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 oh! Oh, c'est trop stylé! À tous ceux que cela concerne, sachez que moi, Alfred Nobel, j'ai inventé une nouvelle composition de matière utile, à savoir une poudre explosive.
Pour la nommer, il a pris le mot grec dynamis, qui signifie puissance, et il en a fait la dynamite. Alfred était déterminé à tirer profit de sa nouvelle invention, et il croyait qu'il pourrait gagner le plus d'argent en Angleterre. L'Angleterre vaut le reste du monde, disait-il. Une entreprise de dynamite là-bas aurait tout l'Empire comme marché. Ainsi, au printemps de 1868, il posa le pied sur le sol britannique, portant avec lui une valise débordant de dynamite. Il se promène, invite des journalistes à ses démonstrations et apporte des bâtons de dynamite dans son sac à dos avec un présentoir. Il installait essentiellement ces énormes rochers, puis il mettait un bâton de dynamite à l'intérieur et regardait comment il se fondait en deux. Alfred était un vendeur habile. Quand Alfred a inventé la dynamite, la nitroglycérine gardait une très mauvaise réputation. Et donc, sa première idée était de l'appeler la poudre de sécurité Nobel. Oh, j'aime bien ça. Venez, procurez-vous votre poudre de sécurité Nobel. Faites exploser ce rocher. Tu vois? Peu importe le nom, son invention est tombée à point nommé. À l'époque où Alfred a introduit la dynamite, deux autres avancées majeures sont apparues. Le marteau-piqueur pneumatique et la couronne de forage en diamant, facilitant le perçage de trous dans la roche solide pour y placer la dynamite. Ces outils ont transformé la construction. Bon nombre des exploits d'ingénierie emblématiques de l'époque, du pont de Brooklyn au canal de Panama, dépendaient de la dynamite. Une chose que je trouve vraiment intéressante à considérer, c'est que la Russie, à l'époque, n'est pas la Russie à laquelle nous pensons aujourd'hui. Ce pays européen de taille moyenne était très riche en ressources, mais restait isolé par les montagnes. Sans la dynamite, la Russie actuelle n'existerait pas, car le chemin de fer transsibérien n'aurait jamais pu être construit. Il faut préciser que la dynamite est différente de la TNT. Oui, j'allais justement poser la question. Trinitroglycérine. Trinitrotoluène? Trinitrotoluène? Oui, trinitrotoluène. Les atomes d'azote sont liés au carbone, pas à l'oxygène. Et donc, ça le rend beaucoup plus stable. Donc, vous n'avez pas cette liaison oxygène-azote vraiment faible. À cause de cela, il est beaucoup moins sensible que la nitroglycérine. Donc, cela ne serait découvert que quelques décennies après la dynamite? Quand j'étais gamin, les bâtons de dynamite dans Looney Tunes avec écrit TNT ne me posaient pas de problème, mais aujourd'hui, je me dis « Attends, c'est pas vrai, il n'y a pas de TNT dedans !» Mais l'essentiel, c'est que la dynamite est arrivée en premier, et peu importe ce que dit AC/DC, ce n'est pas de la TNT. C'est une bonne réplique. Ouais, je veux dire, c'est aussi un bon morceau. Donc, la dynamite était en train de changer le monde, mais les anciens dangers de la nitroglycérine étaient difficiles à éviter. En 1869, près de Brentford en Angleterre, une péniche transportant de la dynamite a explosé sur la Tamise, tuant 3 personnes et endommageant des bâtiments à 800 mètres de là. Les enquêteurs ont attribué la cause à de la dynamite qui avait suinté des gouttelettes de nitroglycérine. La kieselguhr humide extraite de la rivière doit être séchée pour éliminer l'humidité et laisser des pores prêts à absorber la nitroglycérine. Mais la kieselguhr ne perd jamais cette forte attraction pour l'eau. Si la dynamite est exposée à l'humidité, même celle de l'air, l'eau pénètre à nouveau dans les pores. Et les molécules d'eau qui s'infiltrent rencontrent alors la nitroglycérine qui est repoussée vers l'extérieur. L'humidité n'était pas seule en cause, le temps et la température pouvaient aussi provoquer cette séparation que l'humidité empirait. En réalité, ce n'était pas la seule préoccupation d'Alfred. La kieselguhr étant inerte, la dynamite, qui en contenait 25%, absorbait ainsi une grande partie de l'énergie explosive. Cette puissance gaspillée diminuait l'effet de l'explosif d'Alfred et nuisait à ses profits. Alors il a continué à expérimenter de nouvelles formulations et de nouveaux absorbants. Encore et encore, il a échoué, mais il n'a pas été découragé, disant « Si j'ai 1000 idées et qu'une seule s'avère bonne, je suis satisfait. » Puis un jour, alors qu'il travaillait dans son laboratoire à domicile à Paris, il s'est coupé la main. C'était une coupure assez profonde et le sang a commencé à couler. Alors il a attrapé un bandage, l'a pressé sur la plaie et l'a regardé absorber le sang. Cette nuit-là, la douleur l'a réveillé. Allongé dans le noir, agacé par sa négligence, il repensa au bandage. Comment c'était propre et a vite absorbé le sang. Il s'est redressé d'un coup et a couru jusqu'au laboratoire.
Il s'est dit, ah, si le coton est aussi bon pour absorber le sang, peut-être qu'il sera tout aussi efficace pour absorber la nitroglycérine. Donc, à l'intérieur de ce bandage, il y a ceci, et ça ressemble à du coton ordinaire, mais vous verrez que ce n'est pas le cas quand je vais l'allumer. Wow. Je me souviens, oui, d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube où il l'allume simplement et tout disparaît d'un coup. Et c'est tellement contre-intuitif et tellement fou à voir. C'est comme de la magie, je suis sûr que c'est aussi utilisé dans des spectacles de magie. On appelle cela du coton poudre ou nitrocellulose. La nitrocellulose est produite à partir de polymères de cellulose comme le coton ou la pâte de bois en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes nitro, ces mêmes groupes instables responsables de l'explosivité de la nitroglycérine. Désormais, lorsqu'on l'enflamme, ces groupes se décomposent vite en gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone et l'eau. Il n'y a donc pas de particules pour diffuser la lumière, ce qui fait que tout semble disparaître dans l'air. Mais Alfred s'intéressait surtout à ce qui arrivait en le combinant à la nitroglycérine. Voyez-vous, la nitrocellulose possède des chaînes très similaires à la nitroglycérine sur le plan chimique à cause des groupes nitro. Donc, à cause de cela, elles se mélangent facilement. Là, vous avez désormais deux éléments solubles qui s'apprécient, ce qui diffère beaucoup de l'eau de Kieselguhr et de la nitroglycérine. Et maintenant, lorsque vous les mélangez, les petites molécules de nitroglycérine se glissent entre ces longues chaînes de nitrocellulose, piégeant les molécules de nitroglycérine et les maintenant séparées. Comme dans la dynamite, une petite quantité de nitrocellulose crée un gel stable, malléable et résistant à la transpiration. On va prendre un peu de nitrocellulose, du coton poudre, à peu près cette quantité. Oui? D'accord, commençons avec un peu et mettons-le là-dedans. Tu vois, ça s'imbibe tout de suite. Ouais, continue d'en ajouter un peu jusqu'à Jusqu'à ce que tout soit absorbé, puis on remuera pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone sèche. Mais ce n'est pas tout. Ce mélange règle aussi le problème de rendement d'Alfred. La matrice, tout comme la structure qui la contient, est elle-même explosive. Donc maintenant, vous obtenez un rendement parfait, sans suintement. Ding, bang, boum. Parce que c'est un gel, il peut être moulé facilement, idéal pour des explosions minières précises. Quand il est mou, on peut lui donner une forme, puis il la garde en durcissant. Avons-nous assez pour faire une expérience? Oui, faisons cette expérience. Alfred l'a appelé gélinite, le premier explosif malléable au monde. Avec la gélinite, la dynamite et le détonateur en main, Alfred avait tenu son serment. Il avait rendu les explosifs plus sûrs pour tout le monde. Il a ouvert des usines en Écosse, en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Au début des années 1870, il supervisait plus de 90 sites dans 20 pays. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Son père ne s'est jamais remis de la mort d'Émile et quelques semaines seulement après l'explosion à Stockholm, Immanuel a été victime d'une attaque. Il a survécu, mais il n'a jamais été le même. Immanuel est devenu obsédé par la mort, parlant souvent à Alfred d'inventions étranges, y compris un projet de construction d'un réseau de tubes souterrains qui transporterait les cadavres directement des maisons des gens vers d'immenses incinérateurs. Son père n'a jamais eu le succès qu'Alfred connaît, vous savez, financièrement, et il est acclamé comme un grand inventeur. Je pense que son père est tout simplement jaloux, mais il affirme qu'Alfred lui a volé l'idée de la dynamite. Alors il dit à son père, au lieu de considérer cette idée comme la tienne, loin de là, tu t'en es moqué. Ton amour paternel semble échouer sur la complaisance ou la vanité. Il ne devrait pas sembler étrange qu'à l'âge de 30 ans, je ne me laisse pas traiter comme un écolier. Cela me fait de la peine, mais lorsqu'il s'agit de choses sérieuses, j'ai adopté la règle d'agir sérieusement. Malgré l'assurance qu'il affichait devant son père, la vérité était que sa richesse ne l'avait pas rendu plus heureux. Il dit « J'ai 2 pas d'avance sur mes concurrents, mais l'argent et les éloges me laissent totalement indifférent. Ma maison, c'est là où je travaille, et je travaille partout. Je suis un atome nomade, sans attache, sans racines et sans réelle joie dans la vie. » En 1876, il n'en pouvait plus. Submergé par la solitude, il a passé une annonce. Homme âgé, riche et très instruit, recherche une femme d'âge mûr maîtrisant plusieurs langues pour occuper les fonctions de secrétaire et de responsable du ménage. Et dans sa vie entra Bertha Kinsky. C'était une idéaliste du mouvement pacifiste.
Ensemble, ils faisaient de longues promenades en calèche et débattaient là du rôle de la science dans la société, se demandant si elle pouvait avoir un but plus noble que la guerre. Alfred fut heureux un moment. Plein d'espoir, il lui demanda si son cœur était libre. Mais pendant qu'Alfred était en voyage d'affaires, elle est partie rejoindre un autre homme en Autriche. Ainsi, Alfred fut encore seul. Alfred avait le cœur brisé. Il réagit en se plongeant encore plus profondément dans son travail. Alfred a essayé de vendre ses explosifs à l'armée française, qui n'était pas intéressée. 1 an plus tard, lors de la guerre franco-prussienne, les troupes allemandes utilisèrent de la dynamite contre les Français. À ce moment, Alfred reçut un message. Les Français souhaitaient commander. Il est important de rappeler qu'à ce moment-là, des gens ont été poignardés, blessés par des armes à feu et d'autres moyens. Mais jusqu'à ce moment-là, il aurait été totalement étranger de voir un tel niveau de destruction sur un corps humain. Ce serait inédit dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'il commence à réfléchir davantage à la guerre et à s'impliquer auprès de l'armée française, de l'armée allemande, de l'armée italienne, ils viennent à lui avec un problème qui les tourmente depuis des centaines d'années, depuis l'invention de la poudre à canon. Sur un champ de bataille avec de la poudre noire, quand on tire, cela obscurcit la visibilité, donc on ne sait pas vraiment comment tirer à nouveau. On ne peut pas viser très précisément. Oui, ce que l'on remarque avec la poudre noire, c'est qu'à chaque explosion, il y a un énorme nuage de fumée qui permet aux combattants ennemis de repérer votre position. Donc c'est vraiment un gros problème car il y a littéralement un brouillard de guerre. Alfred réfléchit à ce problème et repense à la poudre à canon. Vous savez, ça ne crée pas de fumée. Est-ce que je peux utiliser la poudre à canon pour remplacer la poudre classique? Le problème avec la poudre à canon ou tout explosif puissant dans les armes légères, c'est qu'il détonne d'un coup, libérant toute l'énergie en une fraction de seconde. La pression dans le canon augmente plus vite que la balle n'accélère, donc une grande partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Cela peut même détruire le canon au lieu de propulser le projectile. Ce qu'Alfred voulait, c'était un propulseur qui augmentait la pression progressivement afin que la force augmente de façon régulière pendant que la balle descendait le long du canon. Il a alors expérimenté un nouveau mélange de nitroglycérine et de nitrocellulose. En ajoutant 10 à 20 fois plus de nitrocellulose que dans la gelignite, il la transforma d'une gelée en une substance plus résistante qu'on pouvait rouler en feuilles aussi fines que des pâtes. En Italie, ils utilisaient des machines à pâte pour ça. Ces feuilles étaient ensuite découpées en d'innombrables petits grains. Ces grains, une fois en cartouche, n'étaient pas bien serrés. De petits espaces d'air restaient entre eux, ce qui était finalement positif. Désormais, quand un grain s'enflammait, l'onde de choc ne traversait pas toute la charge d'un coup. Au lieu de cela, chaque grain devait enflammer son voisin, puis celui d'à côté, et ainsi de suite. La combustion ralentissait, laissant la pression augmenter lentement. Ainsi, ils ont pu reproduire l'effet de la poudre à canon. Le carburant, mélange de nitroglycérine et de nitrocellulose, se décomposant en gaz stable et transparent, brûlait presque sans fumée. Alfred avait ainsi résolu un problème qui tourmentait les armées depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, le propulseur dans une grande partie des munitions du monde est toujours une combinaison de nitroglycérine et de nitrocellulose, tout comme l'invention d'Alfred. Il l'a appelé ballistite, le premier propulseur sans fumée à haute énergie au monde. Alfred a rapidement reçu une commande de 300 000 kg de ballistite de la part de l'armée italienne. Il a donc ouvert une immense usine d'armement en Italie et a commencé à s'enfoncer davantage dans le monde de la guerre. Il a conçu des mines terrestres, les premiers silencieux pour armes à feu, et expérimenté un des premiers missiles à fusée. Il a parcouru plus de 4 km et aurait capturé cette image. Pendant tout ce temps, il reste en contact avec Bertha, la femme qu'il a en quelque sorte rejetée, et elle est devenue assez importante dans le mouvement pacifiste de l'époque. Elle a écrit ce livre intitulé « Déposer les armes », qui est devenu une sorte de sensation et a permis d'établir ses congrès pour la paix à travers le monde. Il lui a assuré que ces fusées n'étaient pas seulement destinées à la guerre, mais aussi au sauvetage des naufragés. Il est même allé plus loin. Peut-être que mes usines mettront fin à la guerre plutôt que vos congrès. Le jour où 2 corps d'armée pourront s'anéantir mutuellement en 1 seconde, toutes les nations civilisées reculeront sûrement d'horreur et dissoudront leurs troupes. C'est un concept que l'on retrouve souvent. Si les gens sont certains de s'entretuer avec les armes modernes que j'ai fournies, aucune guerre ne pourra avoir lieu. C'est aussi la même chose à laquelle on pense avec Oppenheimer. J'ai l'impression qu'on l'a entendu tellement de fois qu'on ne peut tout simplement jamais y croire. Non. Et puis c'est juste du marketing de la part de tous ces types qui vendent des armes.
Ils ne veulent pas passer pour des types maléfiques du genre « Je vais fabriquer quelque chose qui va vous aider à tuer plus de gens que jamais auparavant ». Je veux dire, c'est un peu la vérité. Avec la dynamite surtout, cela paraît être une grave erreur de jugement sur la nature humaine. C'est comme, oui, ceci ne servira pas à stopper la guerre. Et cela ne se voit pas dans les décennies suivantes. Entre 1890 et 1900, 20 plus de 7000 attentats à la bombe ont eu lieu à New York. Imaginez-vous vous réveiller, ouvrir le journal et voir qu'il y a eu une autre explosion. Un jour sur deux, pendant des décennies. Les principaux auteurs appartenaient au Club de la Dynamite. Ils faisaient partie d'un nouveau mouvement politique mortel en pleine ascension en Amérique. Ils rejetaient l'industrialisation et aspiraient à un monde plus simple. Aujourd'hui, leur nom rime avec chaos et destruction. Mais à l'époque, c'était plus littéral, pas de dirigeants. Anarchos. C'était l'anarchie. Ils étaient tellement fous et tellement efficaces avec la dynamite que Theodore Roosevelt a déclaré au Congrès que la principale menace pour les États-Unis était l'anarchisme. Est-ce qu'ils tuaient des gens intentionnellement? Oui. Leur argument était que, tu sais, si une personne meurt des mains d'un anarchiste, 100 autres sont mortes dans la machine industrielle. Ouais. Ces gens ont l'air fous. En fait, toute la pratique moderne du terrorisme utilisant une violence spectaculaire pour faire avancer un agenda politique, ciblant souvent des civils, tout cela a commencé avec les anarchistes et leur dynamite. La dynamite a introduit un niveau de destruction jusque-là inimaginable. Avec quelques bâtons dans une poche, on pouvait entrer dans une rue bondée et semer le chaos. Ce qui avait commencé comme un outil industriel était devenu une arme de meurtre de masse. En 1927, à Bath, dans le Michigan, un homme a passé des mois à câbler la nouvelle école primaire de la ville avec de la dynamite. Il a caché les charges dans le sous-sol et les vides sanitaires, les a dissimulés sous les planchers et derrière les murs, tout en servant de trésorier du conseil scolaire. Puis, le matin du 18 mai, juste après le début des cours, il a déclenché les explosifs. Alors que parents et secouristes arrivaient, il était venu dans un camion chargé de dynamite et d'éclats d'obus, puis a tout fait exploser. 38 enfants, 6 adultes et l'assaillant sont morts. 58 autres ont été grièvement blessés. Le massacre scolaire le plus meurtrier de l'histoire américaine n'était pas une fusillade. C'était une attaque à la dynamite. Bien sûr, Alfred ne pouvait pas savoir toutes les façons dont ses inventions seraient détournées. Mais il avait vu la destruction dans sa propre vie et il avait entendu les appels à changer sa façon d'agir. Alors, en 1888, lorsqu'il a lu ce journal, quelque chose s'est brisé en lui. Quelques années plus tard, alors que sa santé déclinait et qu'il prenait de la nitroglycérine pour la douleur, il ne pouvait chasser cette pensée. Alors, il a appelé son avocat et a rédigé un Nouveau Testament. Avec 94% de sa fortune, soit 31,2 millions de couronnes suédoises, environ 340 millions de dollars actuels, il a créé les prix Nobel pour récompenser ceux qui ont le plus servi l'humanité l'année précédente. Il y en avait 5 au total pour la chimie, la physique, la médecine, la littérature et enfin la paix. Le 10 décembre 1896, Alfred Nobel est mort dans sa villa en Italie. Comme il l'avait toujours craint, il est mort seul. À sa mort, il possédait 355 brevets et dirigeait un empire de 90 usines fabriquant explosifs et armements dans le monde entier. Pourtant, dans son dernier acte, il a donné sa fortune. Pour une idée. Alors, est-ce que ça a marché? Cela l'a-t-il sauvé aux yeux de tout le monde aujourd'hui? As-tu déjà entendu le nom d'Alfred Nobel? Ah oui, il était le créateur du prix Nobel de la paix. Prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Le prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Autre chose? Je devrais en savoir plus. Le prix Nobel. C'est tout? Oui. Je ne dis rien d'explosif. N'y pense pas du tout. La dynamite? Ouais. Il a aussi inventé la dynamite. Vous ne savez pas ça? J'ignorais la dynamite. Je connaissais seulement le prix Nobel de la paix. Je pense qu'on a essayé de le présenter comme quelqu'un qui a cherché à promouvoir une nouvelle compréhension et des avancées en sciences,
Et donc c'est... C'est son héritage? Ouais, Ouais. on dirait bien. Si tu es cynique, il a qualifié ça de coup de com'. Et as-tu tendance à être cynique? Je pense que c'est au moins en partie un coup de com'. Pour moi, les prix Nobel ont toujours représenté le summum de la réussite. Si quelqu'un gagne le prix Nobel, c'est bon, t'as tout accompli dans la vie. Je veux dire, d'une certaine manière, peut-être qu'il contrôlait son héritage, et il a pris le contrôle de son héritage. Il a décidé qu'il voulait que ce soit quelque chose de positif. Il y a une ironie tordue dans cette histoire. Quand Alfred Nobel a créé la dynamite, il essayait de rendre les explosifs plus sûrs pour éviter le genre d'accident qui a tué son frère. Mais en rendant la nitroglycérine plus facile à manipuler, il l'a aussi rendue plus accessible, et cela l'a rendue plus mortelle. Alors pourquoi a-t-il créé les prix Nobel? Était-ce par bonté de cœur? Ou par désir de se racheter aux yeux de tous ceux qui viendraient après lui? Je veux dire, je trouve que l'idée que n'importe qui, n'importe où puisse être reconnu pour avoir fait avancer la science, la littérature ou la paix est magnifique. Ce prix n'est pas seulement un morceau de métal que l'on porte ou une récompense que l'on garde dans sa chambre, mais c'est vraiment un encouragement pour moi à aller de l'avant, à croire en moi, à savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent dans cette campagne. Alors peut-être que ce qui compte, ce n'est pas pourquoi il l'a fait,